capitale économique du Bénin accueille ce spécial café environnement. Pourquoi? Parce que c'est une ville côtière. Oui, quand vous venez à Cotonou, vous pouvez admirer la belle place de l'Amazone puisque c'est la magnifique place dont nous sommes tous fiers aujourd'hui au Bénin. Mais vous pouvez également admirer les belles plages de Cotonou, que vous alliez à Fidjrosset ou dans un autre quartier. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, passer d'agréables moments. Et ceci est possible grâce aux actions menées par le projet WACA qui travaille dans 9 pays aujourd'hui. Mon invité nous en dira davantage tout à l'heure. À travers la communication environnementale, nous allons aux côtés des communautés, aux côtés des populations, aux côtés des différentes cibles pour passer le message en langage terre à terre. Ce spécial café environnement nous permettra, avec notre expert, de parler encore de la gestion intégrée de la zone littorale, parlant particulièrement de toute cette zone du Bénin. Et nous allons aborder différents aspects, notamment la loi qui est consacrée à l'aménagement et à la protection de la zone du littoral, qui nous aidera à entrer dans cet univers, à découvrir toutes ces informations importantes. Il est juste à ma gauche, Dr Abdou Salami Amadou Siako. Il est expert en environnement et gestion des ressources naturelles et cadre du projet WACA. Dr Salami, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi, Madame Nanga, de me retrouver avec vous ce matin pour ce numéro de café environnement. Très bien. Je disais tout à l'heure que le projet WACA intervient dans 9 pays. Ça, c'est pour la deuxième phase, c'est bien ça? Oui, c'est pour l'ensemble des 2 phases. On peut dire que le projet WACA impacte 9 pays. Pour la première phase, il a été question d'accompagner 6 pays, dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal et Sao Tomé-Principe. Pour cette première phase, la Banque mondiale a accompagné ces 6 pays. Maintenant, pour la deuxième phase, il s'agit de 3 pays, le Ghana, la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc c'est ce qui fait qu'on parle de 9 pays à l'heure où nous parlons. D'accord. J'ai commencé à le dire, nous parlerons aujourd'hui particulièrement de la gestion intégrée de la zone littorale, mais vous nous direz vraiment quoi, quels sont les principaux points que nous allons aborder? Merci beaucoup. Et par rapport à la communication qui va passer, nous allons en un premier temps dire ce que c'est que la zone littorale. Faire une vraie présentation de la zone littorale, parce que la zone littorale, ça sous-entend 2 thèmes principaux. Il y a le littoral stricto sensus, qui concerne les 5 communes qui ont un pied dans l'océan Atlantique, et puis la zone littorale lato sensus qui concerne plus d'une vingtaine de communes. Donc c'est la zone littorale large. Voilà, donc après la présentation de la zone littorale, nous ferons un état des lieux, ce que vit cette zone littorale, de ses potentialités. En un troisième point, nous dirons pourquoi il est nécessaire vraiment d'assurer une meilleure gestion de cette zone. Et en quatrième point, nous allons parler beaucoup plus en détail de la loi sur la protection, l'aménagement et la mise en valeur de la zone littorale. Le programme est ainsi présenté. Nous allons retrouver les ambassadeurs du café environnement pour tous les détails. Il y en a plein dans le Monokufo. La loi sur le littoral encadre aujourd'hui cette activité. On peut continuer. Voilà, ça c'est les pratiques de pêche non durable. Vous voyez sur toutes les 3 photos, nous avons en bas la matière première pour mettre en place les acadias, qui sont des pièges à poissons qu'on installe avec tous les inconvénients que cela constitue. D'abord, il faut déforester pour avoir la matière première qu'on va mettre au niveau du plan d'eau. Et quand ces matières premières, ces branchages installés dans le plan d'eau pourrissent, elles facilitent l'envasement, l'encombrement du plan ou du cours d'eau. Voilà. En dehors de cela, on prend des filets à maille fine pour encercler. Donc, c'est moi seul qui dois tirer le profit, plus personne d'autre. Donc, voilà, ça, c'est des pratiques qui sont prohibées aujourd'hui. Ça, c'est la coupe illicite de la mangrove. C'est vrai, aujourd'hui, ça a beaucoup diminué parce que, grâce à Dieu, le président de la République lui-même s'est mêlé
à la danse. Ouidah lui-même a identifié une coupe un jour. Un matin, il était allé à Ouidah et il a constaté la coupe. Il a sonné là, il faut sonner. Et puis, 2 heures après, ils ont arrêté celui qui a fait la coupe. Donc, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça a totalement cessé. Mais, si on doit aller à une échelle, on peut dire que ce qui se faisait a été réduit de près de 99%. C'est pour ne pas dire 100%. Ça a beaucoup diminué. Beaucoup, parce que nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe. Comparé à ce que nous vivons il y a 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, nous voyons le développement de la mangrove. Ça, c'est les mauvaises pratiques toujours. Ici, nous sommes en train de faire du maraîchage sur du sable fin. Et quand on veut que les cultures se développent, c'est qu'il faut absolument apporter beaucoup d'engrais. Et quand on met beaucoup d'engrais, on contribue à l'appauvrissement du sol. On peut continuer. Ça, c'est le braconnage. Ça, c'est un lamantin d'Afrique qui a été abattu. Or, le lamantin d'Afrique, c'est une espèce protégée. Et quand on trouve cette espèce quelque part, c'est que le milieu est encore en vie. On l'abat, c'est que tout ce qu'il y a autour aussi va subir les conséquences de son absence. On peut évoluer. Ça, c'est ce qu'on appelle la jacinthe d'eau. C'est une espèce caractéristique des plans et cours d'eau eutrophisés. C'est-à-dire qu'il y a tellement de déversements au niveau des ces cours et plans d'eau que ces plans d'eau ont perdu toute la valeur qu'elles apportent aux espèces qui y vivent. Donc, ils font de la place à la jacinthe d'eau qui couvre la superficie. Et quand c'est couvert comme ça, aucune espèce ne peut vivre en dessous. Voilà un autre problème, c'est l'érosion côtière que le projet Ouaka a permis vraiment d'adresser dans la commune de Grand Popo. Une image de 2005, c'est à Kpakpa, en décembre 2005. En août 2014, c'est le même espace, mais avec cette image triste. Vous voyez, l'érosion a commencé déjà en 2005. On n'a pu rien faire. En 2014, tout le bâtiment est parti. Et c'est ce que toute la plage, sur les 125 km, c'est ce que les communautés ont vécu. Depuis Semekoyi jusqu'à Grand Popo, des cimetières, écoles, maisons, tout est parti. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est en train de faire face à cette érosion côtière. C'est toujours les images qui montrent un peu les impacts de l'érosion sur nos côtes. On peut évoluer. Maintenant, c'est l'inondation. L'inondation, parce que vous voyez, je veux être chez moi, je veux vivre chez moi. Et on achète un marécage. On commence par remblayer. Le remblai se fait avec quoi? Avec les déchets. On s'entend avec les mitoyens. Tous vos déchets, n'allez plus jeter ailleurs, apporter. Et puis, tout doucement, on commence par combler le marécage. On vient, on met une petite maison et après on crie, on est inondé. Alors que c'est nous qui sommes allés inonder le marécage. Voilà les conséquences après. Tout ce qui constituait les réceptacles pour nos eaux pluviales sont occupés. L'eau se cherche toujours une place. Et on la retrouve sur les rues, dans les maisons de ceux qui ont acheté des terres exondées. Et puis on se plaint. On peut continuer. Voilà, ça c'est des charretiers qui vont déverser. Il y a des ONG qui se disent collectrices de déchets, mais nous, on paye pour qu'elles prennent nos déchets. Là où ça va, on ne cherche plus à savoir. Elles vont les déverser directement dans les marécages. Parfois, elles font double recette. Elles prennent l'argent, c'est celui auprès de qui on enlève, et on va vendre à celui qui est à la recherche de déchets pour combler le marécage afin d'asseoir, de mettre en place son habitation. Donc voilà, ça c'est de la criminalité environnementale. On peut continuer. Pareil, c'est des images qui illustrent. Ça c'est un village lacustre où vraiment les précautions ne sont pas prises pour permettre aux gens de se mettre à l'aise, l'hygiène, l'assainissement, rien n'est fait.
On continue. Ça, c'est toujours les exemples. Vous voyez, ça, c'est une plage où on est venu déverser les déchets. En plus des marécages, on va déverser directement les déchets au niveau de la plage. On continue. Voilà. Les conséquences, c'est que les filets, les objets jetés par-ci, par-là, constituent des pièges pour les espèces migratrices qui quittent, comme je l'avais dit tantôt, qui quittent les côtes sud-américaines pour venir chez nous. Mais nous, avec nos mauvaises pratiques, nous les tuons. Elles n'ont plus la chance de retourner parce que de l'autre côté, c'est leur habitat aussi. Elles viennent momentanément. Maintenant, nous les tuons, c'est que nous arrêtons le cycle de vie. Certainement, elles ont déjà fini de pondre, mais elles n'ont pas pu retourner. Donc, ceux qui les abritent là-bas n'auront plus la chance de les revoir. Il ne faut pas que ce soit nous qui soyons toujours la cause de l'éradication de certaines de nos espèces. Vous voyez, à travers ces différents problèmes que nous venons de relever, il est vraiment indispensable qu'on essaye une gestion durable de tout ce que nous avons au niveau de nos côtes. Aussi bien sur le plan culturel que sur la biodiversité. Il faut qu'on s'assure que tout va bien à partir de cet instant. Pour réussir ça, il y a un cadre politique qui a été mis en place et qui est constitué d'un certain nombre de documents stratégiques. Nous avons l'agenda 21 national, nous avons l'agenda spatial du Bénin à travers le schéma national d'aménagement du territoire. Nous avons le plan stratégique du ministère du cadre de vie et du développement durable 2021-2023 qui est déjà arrivé à expiration. Le nouveau est en cours d'élaboration. On peut continuer. Nous avons la politique nationale de l'environnement qui est un document stratégique au niveau du ministère du cadre de vie. Nous avons la déclaration de la politique forestière qui est un document qui permet d'assurer le verdissement de tout le pays. Nous avons le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Mono. Ça a été fait aussi au niveau de l'OME. Nous avons le schéma directeur d'aménagement du littoral qui est un document très important qui définit l'occupation qui doit être faite de chaque secteur au niveau de notre zone littorale, la zone littorale dont nous parlons. Donc, c'est un document stratégique très important. Nous avons la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, inondations, érosion côtière, tempêtes, tout ce que nous savons sont des risques de catastrophes. Et par rapport à ça, le Bénin s'est doté aussi d'un plan national. Nous avons aussi le plan national d'adaptation au changement climatique, qui est un document important parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, nous devons incorporer l'aspect changement climatique. Et enfin, les deux réserves de biosphère dont on avait parlé un peu plus haut, réserve de biosphère du Mono, réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé, toutes ces deux réserves ont été dotées de plans d'aménagement qui constituent la boussole pour assurer une meilleure gestion des ressources qui s'y trouvent. En termes de cadre législatif et réglementaire, le Bénin a adhéré à plus d'une vingtaine d'accords et conventions. Mais là, nous allons citer les plus importants accords et conventions. Nous avons l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs qu'on appelle AEWA. Nous avons la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un tue l'hippopotame et veut aller vendre une partie de cet hippopotame au Togo, on le prend, que ce soit au Togo ou chez nous, il a de problèmes. Parce que c'est cette convention qui réglemente cette mauvaise pratique. Nous avons la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous avons la Convention sur la diversité biologique. Nous avons la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale. En termes toujours de cadre législatif et réglementaire, nous avons les lois nationales. Il y en a beaucoup, Et le problème que nous avons souvent chez nous ici, c'est l'application. Mais, pour ceux qui savent depuis 2016 ce qui se passe, on ne peut pas dire que les tests ne sont pas appliqués totalement. Il y a déjà un gros effort qui a été fait et nous souhaiterons que cela continue
pour décourager toutes les mauvaises pratiques afin qu'on retrouve tout ce que nous sommes en train de perdre. Nous avons mis en jaune deux éléments. Le premier, c'est la loi 2018, numéro 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale, qu'on appelle communément la loi littorale. Elle a été votée en 2018 et promulguée par le président le 2 juillet. Au niveau de cette loi, il y a un certain nombre de décrets qui ont été pris en 2023, précisément le 5 juillet. Et le décret 2023-345 du 5 juillet 2023 a porté sur la création de la cellule nationale de protection et de gestion du littoral, qui est une entité qui sera autonome et qui va assurer la coordination de toutes les actions qui se déroulent là. Nous allons rapidement passer en revue le processus d'élaboration et de consultation de cette loi, la loi sur le littoral. Pour rappel, cette loi devrait passer depuis 2000. 2000, j'ai dit, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux. Ceux qui vont, je ne dis pas que quelqu'un a bloqué, mais il y avait plein d'enjeux parce que nous, malheureusement, dans nos pays africains, nous avons peur de prendre des lois parce que nous pourrons être frappés par ces lois. Donc, ça a fait traîner les choses. Ce n'est qu'en 2018 que la loi a pu passer au niveau de l'Assemblée nationale, précisément en avril 2018, et en juillet, le président l'a promulguée automatiquement. Avant d'arriver à la promulgation, il y a eu des échanges avec les membres de l'Assemblée à travers un atelier qui s'est déroulé à Dassa-Zoumé en 2016 où on a permis aux députés de s'approprier le contenu et ce n'est que cela qui a facilité le passage, l'adoption de cette loi en 2018. On peut aller. Cette loi a tenu compte des différents textes législatifs et réglementaires. C'est pour dire quoi? En 2018, quand la loi a été votée, ce n'est pas la première loi qui interdit un certain nombre de mauvaises pratiques au niveau de notre zone côtière. Il y avait déjà beaucoup de textes de loi qui interdisaient certains volets de la gestion de notre littoral, des ressources naturelles que nous avons dans notre zone littorale. Mais cette loi est venue, elle a pris en compte tout ce qui existait pour ne pas faire des doublons et elle a renforcé là où il y avait des lacunes. On peut aller. Voilà, la loi littorale est structurée en 6 livres avec une centaine d'articles, exactement 110 articles. Le premier livre, il est intitulé « Des dispositions générales ». Comme beaucoup de lois, il faut parler au début des dispositions générales. Il comporte 11 articles. Il détermine le champ d'application. Il précise certaines définitions de mots. C'est dans les définitions, par exemple, qu'on a identifié exactement la portée de la zone littorale. Quelles sont les communes qui peuvent être considérées? C'est à travers les définitions des mots qu'on a dit, bon, ok, à partir de cet instant et de cet espace où on peut sentir la présence de l'océan. Sinon, il y a eu beaucoup de questions. Pourquoi ma commune n'est pas considérée comme commune littorale? Et avec les explications, tout le monde était d'accord que les 24 communes retenues font partie vraiment de la zone littorale. Le livre 2 est intitulé « De la protection et de l'hygiène de la zone littorale ». Quand on prend le titre, l'intitulé de la loi, nous avons dit la loi portant protection, aménagement et mise en valeur. Donc les différents livres abordent chacun des thèmes qu'on retrouve au niveau du titre de notre loi. Donc le livre 2, après les définitions, le livre 2 parle de la protection et de l'hygiène de la zone littorale. Il identifie les espaces sensibles protégés. Il prévoit des mesures de protection des ressources naturelles liées aux activités agricoles, à la pêche, à la pisciculture, à l'élevage, à la chasse, à l'exploitation des carrières et aux activités touristiques. Tout à l'heure, nous avons montré, par exemple, la répartition des sites d'exploitation de carrières dans le Mono. Aujourd'hui, avec cette loi,
on sait qu'on ne peut plus faire l'exploitation de façon anarchique telle que cela se faisait. Quand on prend le volet de la pêche, le volet de l'agriculture, quand on prend le volet de la pêche, le volet de l'agriculture, il y a des espaces sur lesquels on ne peut pas faire de l'agriculture. Quand on prend le volet habitation, aujourd'hui, personne ne peut aller s'installer au niveau des marécages parce que cette loi a déjà mis des balises par rapport à cela. On peut aller. Le livre 3, avec 16 articles, est consacré à la question de l'aménagement. Donc, après avoir parlé de la protection, on parle de l'aménagement. Donc, avec les 16 articles, nous avons abordé, cette loi a abordé la question de l'aménagement et de la mise en valeur de la zone littorale. Il fixe les principes d'aménagement de la zone littorale. Par exemple, quand on va aujourd'hui à la plage de Figuerossé, nous voyons comment cet espace est en train d'être métamorphosé. C'est la mise en œuvre de cette loi. Au niveau de la plage, voilà ce qui est possible. Vous n'allez pas voir proche du trait de côte des bâtiments en dur. Tout ce qui était en dur, on a déguerpi. Et les installations qui vont être faites à partir de maintenant, c'est des installations qu'on peut prendre en 2 minutes et partir avec. On peut aller installer par exemple des parasols, rester en dessous, faire tout ce qu'on veut et en partant, on emporte. Nous avons les principes d'aménagement. Ils déterminent également les conditions de construction et d'installation d'équipements, d'ouvrages et d'infrastructures. C'est de ça que je viens de parler. Il n'y aura plus n'importe quelle infrastructure dans n'importe quel espace. On peut aller. Le livre 4, lui, il est composé d'une 12aine d'articles et il prévoit les modalités de gestion du domaine public maritime et des cours d'eau. Le domaine public maritime, c'est en fait l'espace d'environ 100 mètres à partir du trait de côte. La plage de Figuerossé, par exemple, fait partie du domaine public maritime. Donc, sur les 125 km, nous avons un domaine public maritime qui fait, c'est ça qu'on appelle communément les 100 pas du roi. À partir de là où les eaux de l'océan tombent sur le continent, on compte 100 mètres. Cette bande-là, c'est le domaine public maritime. De la même manière, au niveau des cours et plans d'eau, les 25 mètres à partir des zones de hautes eaux sont considérés comme des espaces entièrement protégés où même le débroussaillage n'est autorisé. Aujourd'hui, ça a commencé par être respecté et il faut qu'on aille vraiment dans ce sens. Le livre 5, avec 16 articles, indique les modalités de répression. Pour qu'une loi puisse vraiment être appliquée conséquemment, on fait des propositions de protection, d'aménagement, de mise en valeur, mais il faut prévoir des articles qui vont permettre de réprimer ceux qui vont porter atteinte à un certain nombre de ressources naturelles au niveau de cette zone littorale. Donc, c'est le livre 5 qui s'est consacré à cela. Et le livre 6 concerne les dispositions transitoires et finales. En dehors du texte législatif et réglementaire, nous avons parlé du cadre politique stratégique, cadre réglementaire. Maintenant, il faut qu'on parle du cadre institutionnel. Pour réussir, il faut quand même qu'on ait des structures pour coordonner tout ce qui est prévu au niveau de la loi. À l'heure où nous parlons, plusieurs structures peuvent faire la même chose. Et on risque d'avoir des doublons au niveau des différentes actions posées par ces différentes structures. Donc, pour régler cet état de choses, la loi a prévu au niveau de le décret 2023-345 portant création de la cellule nationale de protection et de gestion du littoral. C'est une structure sous tutelle du ministère du Cadre de vie qui va assurer la coordination de toutes les interventions qui se feront à partir de maintenant au niveau de cette zone littorale. Cette cellule sera accompagnée par toutes les structures existantes. Elle ne viendra pas arracher les prérogatives des structures existantes, mais elle les accompagnera à mettre en œuvre de façon efficiente toutes les actions qu'elle a prévues et elle-même, à travers ses prérogatives, conduira un certain nombre d'activités.
À l'heure où nous parlons, il y a le décret portant mise en place du conseil d'administration qui est en cours de préparation. Et dès que ce serait fait, le conseil d'administration sera installé et cette structure pourra être lancée pour assurer la coordination telle que je l'ai dit. En conclusion, nous pouvons dire que l'adoption de cette loi en 2018 a permis vraiment de doter notre pays d'un instrument juridique indispensable à la gestion rationnelle de notre zone côtière. Il y avait une gestion qui se faisait, mais comme je l'ai dit, à travers les occupations anarchiques, l'application, la mise en œuvre des activités prohibées, on ne peut pas ressentir ce qui se fait. Donc, avec l'adoption de cette loi et sa mise en œuvre, la prise des décrets d'application, nous pourrons dire qu'il y a de beaux jours qui se présentent devant nous. Et c'est une initiative qui a même été appréciée par les partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, parce que c'est un instrument juridique qui était attendu il y a longtemps. Je l'ai dit, c'est depuis 2000, au début des années 2000, que cette loi était attendue, mais grâce à Dieu, en 2018, nous avons connu l'adoption à l'Assemblée nationale et le président de la République n'a pas tardé pour faire sa promulgation. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie que d'avoir cette loi. On peut finir. Donc, après tout ce que nous venons de dire, je voudrais que nous nous posions quelques questions. La première, devrions-nous œuvrer à faire de notre environnement un cocon paradisiaque? Je pense que chacun peut, soit tout de suite ou plus tard, essayer de répondre à cette question. Devrions-nous être des agents de gestion de cadre de vie, des acteurs de promotion de bonnes pratiques environnementales? Ça commence depuis chez nous. Et pour pouvoir corriger quelqu'un, il faut que nous-mêmes, nous menions les bonnes pratiques. Sinon, on sera mal à l'aise en voulant dire « Monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas bon ». Il faut que nous-mêmes, nous commencions. Et la dernière question, c'est « Devrions-nous faire parler de nous et constituer une fierté pour les générations futures ?» Ce que nos parents nous ont laissé, même si nous ne pouvons pas l'améliorer, il faut quand même que nous arrivions à laisser ce que nos parents nous ont légué. Voilà l'essentiel de ce sur quoi je voudrais échanger avec vous ce matin. Je vous remercie. Vous avez commencé à le faire si bien, mais je crois que pour la qualité de ce que Dr Salami nous a donné aujourd'hui, on va applaudir encore plus fort pour le remercier. Il va revenir. Bonjour, madame. Madame Carole à s'installer. Voilà, avec des applaudissements. Elle est de l'administration du projet WACA. C'est ça. C'est grâce à elle qu'on a tout. On ovationne encore très fort pour Dr Salami pour tout ce qu'il nous a donné comme information. Merci beaucoup. Dr Salami, on a été scotché par votre présentation du début à la fin. On a rigolé à des moments donnés, on a eu des soupirs à d'autres instants parce qu'il y a eu des images assez parlantes et je voudrais sincèrement vous dire merci pour la qualité de la communication, du PowerPoint qui a été préparé, les images qui nous permettent de nous retrouver ou de découvrir ce qu'on ne connaissait pas et tout ce qui a été dit par rapport à la loi, c'était assez enrichissant. Et je voudrais revenir pour ma part sur certaines images qui m'ont interpellée. Quand on interdit le fait qu'on aille chercher du sable au niveau de la plage pour construire nos maisons et que nous on décide si la plage ne peut pas venir à moi, je vais à la plage et que je viens sur la plage pour mettre moi-même, faire mes briques et les transporter pour construire, qu'est-ce que je peux risquer à ce moment-là? Est-ce que pour les images qu'on a eues, est-ce que ça a été puni?
À quel moment est-ce qu'on a pris conscience qu'on portait quand même atteinte à notre côte, à nos plages? Merci Madame Inès, merci pour la question. Effectivement, cette image, elle capte tout de suite et elle choque en même temps. Comme je l'ai dit, c'est une image qui a été prise il y a longtemps, mais aujourd'hui, cette pratique ne peut plus être observée au niveau de nos côtes. Parce que les dispositions ont été prises pour permettre aux communautés d'avoir accès au sable. C'est ça qu'on appelle hors littoral, le sable hors littoral. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés de dragage de sable qui exercent cette activité en dehors du littoral. À Togben, vous allez à Ouida, vous allez dans le Mono, il y a beaucoup de sites de dragage de sable hors littoral. Et pour mener cette activité, il y a les dispositions réglementaires qu'il faut suivre, à savoir par exemple s'adresser au ministère en charge des mines, où on vous exige une étude d'impact environnemental et social que vous devez suivre, obtenir un certificat de conformité environnementale et sociale qui sera suivi d'un plan de gestion environnementale et sociale. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de votre activité, vous devez suivre toutes les activités recommandées au niveau du plan de gestion environnementale et sociale. Donc, aujourd'hui, cette activité se mène autrement sur des sites appropriés avec des mesures environnementales totalement respectées. C'est vrai qu'il y a des réglementations, mais quand nous faisons le café environnement, nous saisissons toujours l'opportunité d'avoir des experts pour conscientiser le grand public, aussi bien les participants qui sont en salle in situ avec nous, que les internautes qui vont regarder l'émission plus tard. Alors, même si aujourd'hui on punit et qu'on n'est plus regardant, c'est quand même important que chacun prenne conscience et que de telles attitudes, qu'on n'y assiste plus. Je voudrais revenir sur une autre image avec les deux qui vont à la plage. Je sais que tout à l'heure on en a rigolé parce que bon, les humains vont à la plage pour se détendre et puis on retrouve le pâturage aussi. Est-ce que là ce n'est vraiment pas pour faire la vanne, mais quel impact ça peut avoir sur le littoral, une telle action? Merci beaucoup. Et au niveau de la plage, en dehors de l'espace totalement sableux où nous n'avons que le sable fin, à l'arrière-plan, en évoluant vers la lagune, nous avons ce que nous appelons la pelouse littorale, qui est constituée d'une espèce caractéristique qu'on appelle l'espèce, j'ai oublié le nom scientifique et le nom local, je ne le connais pas, mais c'est une espèce que les mamans, les nourrices utilisent pour accélérer la dentition de leurs enfants. Quand vous allez chez les bonnes dames qui vendent les produits, c'est piquant. C'est piquant. Le nom en fond, je ne connais pas. Mais le genre, c'est ça, j'ai oublié, mais l'espèce est maritima. L'espèce est maritima. Je ne sais pas pourquoi c'est le nom là m'échappe. Donc, c'est une espèce qui couvre la partie où on commence par avoir de la végétation. Si on permet aux troupeaux de perdre au niveau de ces espaces l'équilibre biologique, l'équilibre écologique au niveau de sites sera totalement désorganisé. Donc, il y a des endroits où les bœufs peuvent aller au pâturage et la loi aujourd'hui l'a défini. Espace défini pour les aires et pour les activités de plaisance, c'est connu. Les espaces réservés pour le pâturage sont connus. Les espaces réservés pour la pêche, l'aquaculture, pisciculture, tous ces espaces sont reconnus aujourd'hui et réglementés. Donc, l'image que j'ai montrée dans la présentation, c'est une image ancienne. C'était pour montrer tout ce qui se passait avant que cette loi ne soit prise. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cette loi a été prise il y a environ 5 ans. Au niveau du projet Waka, nous avons démarré les activités
d'appropriation, de sensibilisation des populations, parce qu'on a dit nul n'est censé ignorer la loi. Il faut vulgariser cette loi, mais beaucoup savent aujourd'hui que ce qui se faisait ne peut plus continuer. Donc, ça va être difficile de retrouver ces troupeaux au niveau de nos plages, et ce qui amènera peut-être à la rupture de l'équilibre écologique. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'emmener vos bœufs là-bas. Il faut leur trouver des espaces qui sont dédiés à cela. Vous savez aussi que quand vous allez à la plage, avec tout le travail qui a été fait, c'est un devoir citoyen, éco-citoyen, de penser à protéger nos plages. Ça m'amène à vous demander un petit peu comment est-ce que le projet Waka a pu restaurer nos plages pour ce travail qui a été fait. Parce que la loi, c'est un test qui est là, qui permet en fait de pouvoir atteindre les objectifs, parce que maintenant avec les réglementations, on sait, attention, je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça. Mais comment est-ce que Waka a réellement impacté le terrain? Merci beaucoup. Et le projet Waka, sa zone d'intervention, c'est la commune de Grand Popo en termes de travaux de protection côtière. Et dans le cadre de ces travaux, le Bénin s'est mis ensemble avec le Togo pour délimiter un segment qu'on appelle segment transfrontalier, qui part de Agbodrafort au Togo et jusqu'à Grand Popo au Bénin. Donc ça fait un total d'environ 41 km, 18 km pour le Togo et 23 km pour le Bénin. Donc c'est au niveau de cette zone que le projet s'est concentré à travers les travaux de protection côtière. Et à date, 8 épis ont été mis en place avec des rechargements des casiers entre les épis. Et à la fin du dernier épi, il y a eu ce qu'on appelle un rechargement massif qui est appelé communément moteur de sable. Donc, sur plus de 11 km, la plage est totalement restaurée avec un gain d'environ 200 mètres sur l'océan. Donc, c'est cette activité qui a été exécutée en termes de protection de la côte contre l'érosion au Bénin. Le projet n'est pas intervenu au centre ni à l'est de notre zone côtière. C'est beaucoup plus à l'ouest et principalement dans la commune de Grand Popo. Est-ce qu'on peut espérer des interventions à Semekoji, à Bomekalavi prochainement, puisque c'est pour le moment juste Grand Popo? Bien évidemment, nous avons intérêt à conduire des interventions, mais ce qui est sûr, ce n'est pas à travers ce projet Waka qui est dans sa phase terminale. Et comme vous le savez, un projet, c'est un budget et une durée. Le projet a démarré en novembre 2019 et va s'achever probablement en juin 2025 si tout va bien. Sinon, normalement, la date de clôture, c'est décembre 2024. Donc, vous devez savoir aussi que les travaux de protection côtière, ce sont des activités de longue haleine. Il faut asseoir ces travaux sur une base d'études de faisabilité technique et économique. Donc, pour ce qui va être fait au niveau de Semekoji ou peut-être à l'est de Cotonou, il faut conduire des études de faisabilité pour savoir exactement quelles sont les actions qui doivent être menées pour que l'action puisse porter dans le temps. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de tout ce qui est répression, parce que vous l'avez tellement bien présenté. Quand on dit loi, pour que ça soit exécuté, il faut quand même présenter les contraintes aussi qui sont là et qui nous aident à être éclairés, à savoir exactement comment on devrait se positionner, comment agir. La loi dit que si on déverse des eaux toxiques ou polluantes dans l'océan, on peut être puni. Est-ce que ça c'est mis en œuvre? Est-ce qu'on a réellement des cas d'incivisme liés à cet aspect de la loi? À l'instant où nous parlons, je n'en ai pas connaissance, mais à partir de cet instant, celui qui va poser un tel acte va être puni parce que la loi a été votée, elle a été promulguée et les décrets d'application ont été pris. Ça veut dire qu'elle est applicable à tous ceux qui vont commettre des actes répréhensibles. Mais à l'instant où nous parlons, moi,
personnellement, je n'en ai pas encore connaissance. Du coup, par rapport aux individus, on n'a peut-être pas encore mis la main sur des individus qui ont de tels comportements, mais nous savons aussi que du côté entre le Bénin et le Togo, il y a cette problématique, les déversements au niveau de nos eaux, ce qui fait que la couleur de l'eau à Grand Popo n'est pas aussi belle. Est-ce que le Bénin pourrait vraiment faire quelque chose dans ce sens? Oui, ce que je peux vous dire, c'est une préoccupation très très importante pour le ministre du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Oui, aujourd'hui, il en fait une priorité. Mais comme vous l'avez dit, l'origine de cette pollution, c'est le Togo. Donc, à l'instant où nous parlons, nous n'avons pas la possibilité d'arrêter. Il va falloir mettre en place une stratégie diplomatique pour pouvoir mettre en place avec le Togo toutes les stratégies qui permettront d'abord d'arrêter cette pollution et puis après voir comment corriger tout ce qui a été fait au niveau de nos côtes. C'est très important, je le répète, c'est une priorité pour le ministre José Tonato. Nous parlons de gestion intégrée de la zone littorale au Bénin et vous l'avez si bien dit également, la zone littorale c'est 24 communes. Ce n'est pas juste toute la bande de sable que nous avons, ce ne sont pas juste nos plages. Et je sais que le projet Waka travaille aussi à équiper les communautés pour des activités génératrices de revenus. Est-ce qu'à l'ADA, des choses ont été faites, à Bomé-Calavi, des choses ont été faites? Comment est-ce que le projet Waka, parce qu'on a les images sur ce Kakemoun aussi, comment est-ce que vous avez pu appuyer les populations? Merci beaucoup. Et à Alada, d'emblée, je vais dire qu'il n'y a pas eu d'intervention du projet Waka à Alada parce que le projet Waka a une zone d'intervention. C'est prioritairement les communes du Mono et du Koufo et puis Abomey-Calavi, Ouida au niveau de l'Atlantique. Donc, par rapport à cette zone d'intervention qui est déjà définie, donc les actions du projet Waka se sont limitées au niveau de ces différentes communes. Nous en avons une dizaine, Abomey-Calavi, Ouida, Komé, Grand Popo, Atiémé, Huyogbe, Bopa, Lokosa, Dogbo, Djakotome et Aplahwe. Au niveau de ces communes, nous avons des aires communautaires de conservation de la biodiversité. À travers la présentation, nous avons vu qu'il y a beaucoup de ressources naturelles, surtout en termes de biodiversité qui connaissent une dégradation assez avancée. Donc notre pays a trouvé comme solution de mettre en place des espaces identifiés par les communautés et appuyés par les communes pour préserver le peu de ressources naturelles, le peu de biodiversité qui se retrouve au niveau de ces territoires. Je vais donner l'exemple de l'aire communautaire de conservation de la biodiversité de Togben. Pour ceux qui connaissent un peu la plage de Togben, en évoluant vers Ouida, en empruntant la route des pêches, vous regardez au nord, à votre droite, vous allez voir une grande forêt de mangroves. C'est cette forêt qui a été transformée déjà en 2014 comme aire communautaire de conservation de la biodiversité. Vous allez aujourd'hui, au niveau de ce site, vous allez trouver des crocodiles, vous allez trouver des singes, vous allez trouver des oiseaux migrateurs, vous allez trouver beaucoup d'espèces halieutiques, c'est-à-dire poissons, crabes et autres. Et pourquoi? Parce que cette forêt a été maintenue sur place et cette forêt constitue une zone de frayère pour beaucoup de ces espèces que nous venons de citer. Donc, pour réussir cette mise en défense, il faut permettre aux communautés de vaquer à d'autres occupations. C'est dans ce cadre, partout où nous avons créé ces aires communautaires de conservation, partout où nous sommes en train d'appuyer ces aires communautaires de conservation dans leur gestion, le projet a proposé des activités alternatives génératrices de revenus. Donc, c'est un exemple que vous avez au niveau du Kakemono.
c'est les activités conduites par différents groupements communautaires dans le cadre du financement du projet WACA. Nous avons ici des activités de maraîchage. Nous avons au milieu à gauche et à droite des bonnes dames, c'est des dames à Plahoué qui font des galettes qu'on appelle kri-kri à partir des arachides. Nous avons à gauche ici des dames qui font de la transformation des noix de palme en huile. Et elles ne se limitent même pas à la transformation en huile végétale. Elles vont jusqu'à la récupération des déchets qu'elles transforment en savon. Donc d'abord, elles font de l'huile rouge à partir des noix de palme. Elles prennent les noix de palmiste qu'elles transforment en huile palmiste. Chocho et autres, c'est comme ça on l'appelle. Hein. Et les déchets issus de cette transformation des noix de palmiste en huile de palme, l'huile de palmiste, elles fabriquent du savon. Donc, c'est pour dire, à partir du financement qu'elles ont reçu, elles ont diversifié les différentes activités parce qu'elles ne faisaient que la transformation de noix de palme en huile rouge. Mais avec le financement, elles sont allées au-delà. Pour elles, elles ne veulent rien perdre. Il faut prendre tout et prendre tout ce qu'on peut avoir à travers le développement de l'activité. En haut, c'est la transformation de manioc en garri. Donc, à travers ces financements, nous récupérons les communautés riveraines à ces aires communautaires de conservation de la biodiversité. On les occupe. Elles ont suffisamment d'argent pour prendre en charge les différentes dépenses de la famille. Et aujourd'hui, elles laissent au repos tout ce que nous avons comme biodiversité floristique et faunique au niveau de ces aires communautaires de conservation de la biodiversité. Nous en avons aujourd'hui 9. Togben Adunko dans la commune d'Abomey-Calavi. Vodunto, comme le nom l'indique, c'est en fait une portion sacrée de la lagune côtière qu'on retrouve dans l'arrondissement d'Avlekete, village de Hio. En fait, l'histoire a raconté que cette portion de la lagune côtière a été le théâtre d'un suicide collectif. Les populations en son temps fuyaient l'esclavage. Et le chef arrivé au niveau du plan d'eau a dit, au lieu de se faire prendre en esclavage, nous allons tous nous donner la mort. Et ils sont tous tombés à l'eau, ils sont morts. Et depuis ce temps, cette portion a été identifiée comme le site Vodunto. Et en son temps, si vous allez pêcher là, toute activité de pêche est prohibée. Vous allez pêcher du poisson, vous allez mettre au feu, c'est les cris d'un enfant, vous entendez. Donc, ça a fait que les gens ont respecté ces rituels, les gens ont respecté ces interdits et cette zone constitue une zone de frayère où les poissons, crabes, crevettes, tout ce qu'il y a au niveau du plan d'eau viennent se multiplier, grandir avant d'aller au-delà. En dehors de ces deux, nous avons toute la lagune côtière de Ouida qui a été transformée aussi en aire communautaire de conservation de la biodiversité. Depuis l'arrondissement d'Avlekete jusqu'à l'arrondissement de Huakwe-Daho. Donc toute la lagune côtière est aujourd'hui transformée en aire communautaire de conservation grâce à l'appui du projet WACA. À Grand Popo, nous avons l'aire communautaire de la Bouche du Roi. Nous avons l'aire communautaire du Chenal Baga qui a été créée par le projet. À Atiémé, nous avons Naglanou, qui est une forêt marécageuse sur les rives est du fleuve Mono. Nous avons à Atiémé, Lokosa et Huogbe, les zones humides du lac Toho, aussi transformées en aire communautaire de conservation en 2017. Nous avons à Djamé, dans la commune de Djakotomé, une aire de conservation aussi. Et la 9e, elle est située au niveau de Bopa, d'Aplahoué, arrondissement de Kissamé. C'est la Mao Crocodile de Tanou. C'est le projet WACA qui a créé cette aire. Donc, autour de ces 9 aires, le projet a financé 250 micro-projets d'AGR à plus de 1,2 milliard de francs CFA. Donc,
Ça a permis, comme je le disais, d'occuper les communautés riveraines à autres activités génératrices de revenus. Et elles en sont fières aujourd'hui parce que quand vous allez, elles peuvent vous dire avec beaucoup de fierté que le financement leur a permis de construire une maison, ça leur a permis d'acheter telle chose, ça a permis de scolariser sans difficulté les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup d'études indépendantes, conduites même par la Banque mondiale, ont permis de savoir que effectivement les bénéficiaires sont satisfaits de ce que le projet leur a apporté. Donc, le projet ne s'est pas limité uniquement aux travaux de protection de la côte contre l'érosion. Le projet a aussi lutté contre l'érosion de la biodiversité. Ça se dit aussi. Quand on commence par perdre jusqu'à un certain degré notre biodiversité, on peut parler d'érosion. Aujourd'hui, le projet WACA a lutté contre l'érosion de la biodiversité au niveau de sa zone d'intervention, comme je l'ai dit, qui comprend les 2 communes de l'Atlantique, plus la grande partie des communes du Mono et du Koufou. Docteur Salami, votre mémoire est admirable et aussi merci pour toute cette présentation qui nous projette un petit peu sur notre écran stricto-mental. On peut avoir une idée un petit peu des zones et de l'impact qu'il y a eu. Et c'est vrai, comme le disait aussi Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est vraiment appréciable de voir que ces femmes ne se limitent pas au premier produit, mais vont jusqu'à d'autres finalités qui leur permettent d'avoir plus de ressources également. Un point important, on le dit toujours, le développement durable, c'est ce développement qui nous permet de satisfaire les besoins des générations actuelles sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Et il a 3 piliers, le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. C'est-à-dire que vous êtes intervenu pour qu'on restaure les écosystèmes, vous êtes intervenu pour éviter l'érosion de la biodiversité, mais le côté social aussi, vous tenez à cœur pour que les femmes aient, ou les communautés en général, aient les ressources de retrouver leur vie d'avant. Et j'aimerais demander maintenant, pour notre cible du jour, pour le public qu'on a dans cette salle, s'il y a des personnes qui sont originaires de ces zones d'intervention, est-ce que ces personnes-là peuvent aussi postuler pour bénéficier du financement du projet WACA, puisque c'est plus d'1 milliard de francs CFA que vous avez injecté. On a Madame Karimat Lawani, par exemple, qui aujourd'hui d'ailleurs va nous faire manger des escargots à la fin de nos échanges pour la phase de dégustation, qui est spécialiste dans cette culture-là. Si elle a un projet ou d'autres personnes ici ont des projets et sont peut-être originaires de vos zones d'intervention, est-ce qu'on peut postuler? Merci beaucoup. Et pour le financement de ces activités, je finirai par ça. Ça, c'est sûr. Je voudrais rappeler qu'il y a eu des manuels d'exécution, de mise en œuvre de ces différentes activités génératrices de revenus. Dans ces manuels, il y a eu des critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité d'abord des bénéficiaires, les critères d'éligibilité des types d'activités à financer et puis les critères d'éligibilité par rapport au montant des financements. Ici, on remplit tous les critères. Oui, si vous remplissez tous les critères, c'est que le projet aurait pu vous financer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le projet a prévu de financer près d'1 milliard de francs CFA au profit des activités génératrices de revenus. Mais vu l'engouement que le financement a suscité au niveau des communautés riveraines de nos aires communautaires de conservation de la biodiversité, le projet est allé au-delà. Donc, nous avons parlé de 1 milliard 200 millions. Donc, il y a eu 200 millions de francs CFA supplémentaires, toujours pour essayer de satisfaire les nouvelles demandes. Malheureusement, on est à quelques mois de la fin du projet et il n'y a plus possibilité de financer d'activités génératrices de revenus parce que c'est tout un processus.
Il faut identifier, sélectionner, et mettre en place les conventions de financement, mettre à disposition les ressources financières et faire le suivi. Donc, normalement, pour un projet, il faut arriver à terme de tous les financements avant la clôture. Donc, vous voyez que même si aujourd'hui, il y avait possibilité de financer, sauf s'il faut aller à une vitesse vraiment grand V pour remplir, pour cocher toutes les cases dont je viens de parler et dire que le financement est bouclé. Ce n'est pas mettre à disposition les ressources financières seulement, non. Il faut s'assurer que les ressources financières mises à disposition ont été utilisées pour l'activité pour laquelle le postulant a déposé les dossiers. Donc ça va être difficile au bout de quelques mois de financer d'autres bénéficiaires. Mais puisqu'on est avec des jeunes, on est avec des étudiants, comment est-ce que à l'avenir on peut être informé de ces appels à candidature, de ces appels d'offres et savoir qu'on peut postuler? Parce que toutes les catégories dont vous parlez, les activités, les domaines dont vous parlez, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui avec la jeunesse, donc ils peuvent postuler. Mais comment savoir? Oui, on va vers la fin du projet Ouakam, mais c'est clair que quand un projet finit, il y a un autre qui commence. Donc peut-être que Dr Salami a quelques tuyaux à nous donner. Merci beaucoup, c'est une question vraiment très pertinente. Ce que nous avons fait, c'est pour toutes les phases de financement, nous avons procédé à ce que nous appelons l'information et la sensibilisation. Et nous l'avons fait depuis les communes jusqu'au village. Ça veut dire quoi? Les premières séances d'information et de sensibilisation ont eu lieu en présence des maires et des autorités communales. Nous avons porté l'information et nous avons fait venir tous les chefs d'arrondissement concernés à la mairie. Le deuxième niveau, nous sommes descendus au niveau des arrondissements, où nous avons regroupé tous les chefs de village pour porter l'information, comme quoi le projet tant veut financer tel type d'activité et nous avons fait l'exposé de tous les critères. Donc ceux qui sont concernés et qui sont intéressés peuvent venir postuler. Après le niveau arrondissement, nous sommes descendus au niveau village et l'information a été vraiment suffisamment partagée. Et ceux qui étaient intéressés et ceux dont les activités sont éligibles ont postulé et ont été retenus. C'est pour dire quoi? Si je suis dans cette salle étudiant originaire de Comé, par exemple, il faut que de temps en temps, je prenne les nouvelles de ce qui se passe à Comé. Il faut que j'aille de temps en temps au village pour savoir ce qui se passe. On ne va pas être né à Cotonou, étant originaire de Comé et faire 20 ans sans aller à Comé. Non. Donc, de temps en temps, il faut aller, c'est sûr que les parents vont dire, ah, nous avons appris telle initiative. Et à partir de ce que tu me dis, faire de l'autre côté, tu peux venir développer. L'autre chose, et l'aspect que nous avons pris en compte, c'est ceux qui étaient déjà dans l'activité et qui impactent négativement l'espace que nous avons mis en défense. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ça va être difficile de prendre quelqu'un qui a eu juste l'information et qui était à Paris parce qu'il a eu l'information que telle activité sera financée. Elle descend très rapidement. Elle dit, je suis en train de mener l'activité. Il y a tout de suite les autres concurrents qui vont dire non, lui n'était pas là. Hein. Donc, il faut de temps en temps retourner parce que il y a une vérité qui n'a jamais changé. La terre ne ment pas. Et la terre, ce n'est pas seulement aller labourer. L'élevage que nous faisons, l'élevage des escargots, le principal substrat, c'est la terre. Je veux faire la pisciculture. Le substrat principal, c'est soit le sol, on creuse les étangs, ou bien on utilise des bacs hors sol, ainsi de suite. Donc tout ce que nous ferons doit avoir comme élément principal le sol ou les différentes composantes de notre milieu. Donc il faut quand même qu'on aille développer nos activités et ça marche souvent au niveau de nos contrées
reculer. Là, vous avez pratiquement toutes les conditions qui sont réunies et puis vous avez les facilités aussi. Mais quand vous êtes loin et c'est parce que vous avez appris qu'il y aura telle chose, vous courez, vous venez, c'est sûr que tout de suite, vous allez vous faire prendre. On va dire non, lui là, c'est parce qu'il a eu l'information qu'il est venu monter rapidement un projet. Donc, je voudrais encourager mes frères et sœurs à faire de temps en temps des descentes au village et prendre des initiatives pour développer ces activités qui prospèrent. Merci beaucoup, Dr Salami. C'est vrai que c'est important. On peut aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, être informé de certaines opportunités, mais tout ne passe pas sur les réseaux sociaux, tout ne passe pas à la télé ni à la radio. Il y a certaines informations, même quand on passe le communiqué à la radio, qui est un média beaucoup plus populaire, c'est important d'être informé. Il a dit, ça a été au niveau de la mairie, ensuite au niveau des arrondissements. Donc, quand on sait qu'il y a une telle opportunité, quel que soit ce que l'on étudie en ville, on cherche déjà son épanouissement dans la société, donc financièrement à être libre, être économiquement bien soi-même. Donc c'est important de pouvoir saisir ces opportunités-là. On n'a pas aujourd'hui la possibilité encore de jouir des financements du projet WACA, mais on peut commencer dès aujourd'hui pour que demain, quand on aura une opportunité, peut-être dans 3 mois, que les gens ne disent pas il a commencé il y a 1 semaine. Au moins on sait qu'il y a déjà une activité qui est là et peut-être on commence aujourd'hui et dans 1 an on jouira des fruits. Il faut commencer dès maintenant. Je vais à présent vous laisser la parole pour vos questions à l'endroit de Dr Salami et après la phase des questions et réponses, nous allons clôturer avec la dégustation des mets locaux. On mangera escargot aujourd'hui comme je l'ai dit. Bonjour tout le monde. Bon, moi, je n'étais pas venue au début et tout. J'étais un peu en retard. Donc, j'aimerais vraiment savoir... Ah ouais, je m'appelle Agessi Abigail. J'aimerais savoir, en fait, dans quel but WACA a été créé. Donc, comme je n'étais pas là depuis au début, donc j'aimerais vraiment savoir. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Tutuga Emmanuela. D'accord. Et bon, j'ai suivi depuis le début l'intervention du monsieur. Et j'ai juste voulu poser une question. Il a parlé qu'il y aura des punitions aux personnes qui vont enfreindre la loi pour protéger l'environnement côtier et tout. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut arrêter ces genres de personnes, parce que tu peux les voir et puis te taire, mais l'autorité ne saura pas et lui va continuer. Comment est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir détecter ces personnes et les arrêter? J'ai 2 questions que j'aimerais poser. La première question, c'est de savoir, vous avez parlé de lagune côtière. J'aimerais savoir si le mot lagune côtière est différent du mot lagune en général. Maintenant, deuxième question, avec toutes les initiatives qui sont menées déjà et avec la réalité auquel on fait face, est-ce que, en quelque sorte, on ne peut pas dire que c'est un combat perdu d'avance, vu que de toute façon, le niveau de la mer va monter, la mer va avancer et les zones qui sont aujourd'hui habitables ne le seront plus peut-être dans 5 ans ou 10 ans. Donc, est-ce que, d'une certaine façon, ce n'est pas un combat perdu d'avance déjà? Merci. On doit savoir, vous avez parlé des différents types de mesures qui sont prises dans les différentes activités. Mais dans le domaine de la pêche, par exemple, si je prends le domaine de la pêche, et quelles sont les mesures qui sont prises pour que bien quand on finit bien sûr ces activités, parce que nous vivons bien sûr aussi les poissons, mais quand on continue ces activités, nous ne puissions pas amener en fait ces animaux-là ou bien ces aux poissons, bien sûr. Et vous avez parlé aussi pour les hippopotames, vous avez parlé s'il est mort, mais si on le tue, on le vend, on est puni. Qu'est-ce qui est puni? Le fait d'avoir tué pour avoir vendu. C'est pas la plupart des
Parce que si l'animal ne veut pas, quelqu'un décide de le prendre, faut-il pêcher? Est-ce que c'est quand on a tué l'animal qu'on est puni? Ou quand on l'a découvert mort et qu'on l'a vendu, est-ce qu'on est puni pour ça aussi? Il faut croire que Rosario a des intentions de revenus rapides. Est-ce qu'on a une autre question dans cette rangée? Est-ce qu'il y a une autre main qui est levée? On passe à la deuxième rangée. Je suis mon frère Lobadan, j'ai deux questions pour... Il faut le préciser, représentant de l'association. Représentant de l'association des femmes bénéficiaires des programmes d'échange du département d'État américain. Je remercie déjà l'intervenant et Dame Fassi-Longa pour la présentation qui a été très bien faite et j'aimerais savoir, au début, quand vous parliez des lois sur la protection de l'environnement, vous avez dit que quand on contrevient à ces lois, je prends le cas de ceux qui ont déjà des habitats dans les marécages. Qu'est-ce qui est prévu contre eux? Est-ce qu'ils ont encore la possibilité de déménager, de laisser la place à l'eau, qu'elle puisse circuler et limiter les cas d'inondation à Cotonou dans les zones environnantes? Après cela, je veux savoir, par rapport au Acadie, c'est vrai que c'est interdit. Donc quand on va dans la zone d'Abou-Kalavi et Gambier, dans la zone de Gambier, soit on constate que c'est encore utilisé. Qu'est-ce que l'on peut faire pour que les populations qui s'adonnent à la pêche puissent savoir que ce n'est pas bien et puissent adhérer aux pratiques, aux meilleures pratiques possibles pour protéger nos fleuves, nos cours d'eau? Merci. Géraldine Lobadan est aussi journaliste. C'est important de le préciser. Et merci d'être là, Géraldine. Merci. On a une autre intervention dans cette rangée. Oui, on lui passe le micro. Merci de vous présenter face à la caméra et de poser votre question. Bonjour, chers je m'appelle Marie. J'ai une petite question seulement. Je me suis parlé Merci de prêter une ouïe fidèle à sa question, s'il vous plaît. des récoltes. Donc, pour faire une récolte, on peut utiliser des engrais chimiques. Maintenant, on constate que quand on fait la culture après les récoltes là, déjà 1 à 2 jours, ça ne finit pas sur le terrain. Donc, je veux savoir si c'est à cause de la qualité des sols, vous savez ça, ou c'est à cause de l'agriculture. Parce que nous, on utilise les produits, les récoltes, voilà, Si on utilise les produits chimiques, selon vous, si on utilise des produits chimiques, les récoltes devraient durer plus. Mais vous constatez le contraire. J'aimerais savoir si c'est à cause de la qualité des sols, vous savez ça, ou c'est à cause des produits utilisés que les cultures. Merci beaucoup. Une autre intervention? D'accord. Karimat. Bonjour à tous. Bonjour Madame Inès. Bonjour Monsieur. Oui, madame. Je suis Karimat Lamani. La caméra est là-bas. Je suis éleveur d'escargots. Je suis dans plusieurs domaines. Je travaille avec les enfants par rapport à la protection de l'environnement. La première question est par rapport à la côte. Nous avons remarqué que nous avons des éco-gardes un peu partout de nature tropicale et qui surveillent les tortues et qui les accueillent parfois et ramassent les œufs, les incubent et quand ils mettent bas, ils retournent les œufs. Ils retournent les bébés tortues. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas un dispositif à la plage pour ces éco-gardes. Il y a bien.
Quand vous allez à la plage du Grand Coco, il y a une éco-garden, mais rien ne peut vous dire, rien ne peut vous signaler qu'ici, par exemple, on accueille des tortues. C'est comme si rien n'était, et même si les autres passants passaient, pouvaient ramasser les œufs et prendre ça. Moi, j'ai réfléchi avec M. Boudjenou et on a mis en place un projet. M. Boudjenou, le président de l'ONG Nature Tropicale. On est en train de rédiger un projet, je ne sais pas si ça va être financé, pour que des fois à venir, on mette en place des dispositifs pour ces gens pour les éco-gardes. Pour les éco-gardes et pour aussi protéger les œufs des tortues qui ne doivent pas être trop exposés au soleil, ni frappés par la boue. Donc il doit y avoir un suivi là. Maintenant, la question, c'est par rapport au déguerpissement. Et on va répondre aux différentes préoccupations. Merci beaucoup. Vraiment, je voudrais remercier tous ceux qui ont posé des questions parce que ça montre qu'ils sont vraiment intéressés par la thématique qui a été abordée. Et c'est des questions de compréhension pour la plupart. Je vais commencer par la dernière préoccupation en ce qui concerne le déguerpissement des plages. Aujourd'hui, avec la mise en application de la loi sur le littoral et ses textes d'application, c'est que on ne peut plus trouver sur nos plages les infrastructures qui ne sont pas appropriées. Si vous regardez sur la plage de Figueroa, il y a beaucoup de maisons qui ont été totalement cassées, mais cependant, il y a quelques infrastructures qui ont été laissées en place. Cela veut dire que ces infrastructures laissées rentrent dans le schéma qui est identifié pour la mise en valeur de cette plage. Cette loi dit protection, aménagement et mise en valeur. De l'autre côté, quand vous regardez, il y a des travaux qui sont en cours. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aménagement. Il y a des pistes cyclables, il y a des aires de parking qui sont en construction, il y a les cocotiers qui sont là, qui n'ont pas été touchés. Donc tout ce qui n'a pas été touché rentre dans le schéma d'aménagement prévu par la loi. Les infrastructures en place rentrent dans le schéma, mais tout ce qui ne rentre pas dans le schéma a été déguerpi. C'est normal parce qu'il faut mettre en valeur. Tout ce qui ne rentrera pas dans le schéma va être dégagé. Ça là c'est clair. Le déguerpissement là on ne peut pas l'éviter. Pour ceux qui connaissaient la route des pêches jusqu'à Ouida, partout on rencontrait les cabanes telles que madame l'a dit, les cabanes ou même les maisons en clair érigées par les pêcheurs ghanéens pour la plupart. Tous ceux-là ont été déguerpis parce qu'ils sont d'abord sur le domaine public maritime et ils ont mis en place des infrastructures qui ne vont pas avec l'aménagement prévu. Donc, ils doivent être dégagés. Pour revenir à la préoccupation relative aux bébés tortues, c'est vrai, sur les 125 km, il y a des éco-gardes. Et peut-être que vous n'en avez pas connaissance, à Grand Popo, il y a ce qu'on appelle les écloseries. Il y en a quelques-unes qui ont été construites sur la plage, où ceux qui vont collecter les œufs, ils les mettent en éclosion au niveau des écloseries et à la fin, ils font le lâcher des bébés. Donc ça existe. Peut-être qu'il n'y en a pas en nombre suffisant. Voilà. Et pour notre sœur qui a posé le problème d'engrais chimiques, oui, elle a raison parce que c'est la compréhension qu'elle a. Mais je voudrais dire qu'au niveau du projet WACA, parmi les financements que nous avons apportés aux communautés riveraines, nous avons financé un jeune promoteur qui est dans le développement de ce que nous appelons les biofertilisants. Les biofertilisants,
Pour chaque type de culture, il a fabriqué, il a mis en place un biofertilisant liquide, emballé dans des bidons 1 litre, 5 litres, même jusqu'à 25 litres. Comment ça s'utilise? Vous prenez 1 litre, vous diluez avec 9 litres et vous couvrez presque un demi-hectare. Ça veut dire que ce n'est pas encombrant, ce n'est pas toxique pour celui qui est en train de mettre l'engrais, et puis le rendement est 10 fois supérieur à ce que on obtient avec les produits, les engrais chimiques. Quand on utilise un engrais chimique et on récolte, je prends l'exemple de la tomate, au bout de 3 jours maximum, tout ce qu'il y a comme eau dans la tomate, vous retrouvez dans le récipient qui contient la tomate. Alors qu'en utilisant ce biofertilisant, par exemple, je ne lui fais pas la publicité, mais c'est ce qui est. Vous utilisez ce biofertilisant, vous allez garder vos tomates fraîches pendant 3 semaines au moins. Wow. 3 semaines au moins. Et vous pouvez même croquer comme si c'était un fruit. Bon, la tomate est un fruit. Vous mangez comme la pomme, comme goyave et autres. C'est très agréable. Nous l'avons vu, nous l'avons testé. Et pour montrer sa bonne foi, à côté de son unité de fabrication de biofertilisants, il fait des chartes témoins où il n'utilise que le biofertilisant pour montrer ce que ça peut donner. Et nous l'avons mis en contact avec tous les autres bénéficiaires qui sont dans le maraîchage, et c'est lui qui leur fournit le biofertilisant, il les encadre et tous ont reconnu que c'est nettement mieux. Je prends ceux qui utilisent l'engrais chimique. Vous finissez d'utiliser, vous avez des problèmes. On ne le vit pas tout de suite, mais à force de le faire d'année en année, il y a des maladies que nous développons, mais sans le savoir. Ceux qui utilisent l'engrais et le compost, c'est vraiment encombrant. Pour engraisser un champ d'1 hectare, il vous faut peut-être 2 à 3 bâchers de compost. Alors que vous prenez un seul bidon, vous avez 1/4 d'hectare de votre culture qui est enrichi. Donc la différence, c'est que quand on utilise les produits chimiques, les côtes pourrissent vite. Ce n'est pas du fait du sol. L'exemple que j'avais donné, je disais, quand on va faire par exemple du maraîchage sur le sol à la plage, c'est juste le sable, c'est des grains de sable que nous avons. Il n'y a pas de limon pour permettre le développement des cultures. Donc, peut-être qu'il n'a pas autre espace et c'est là qu'il veut développer. Pour pouvoir faire pousser ces cultures, il met beaucoup d'engrais. Ça peut pousser, mais il est en train de contribuer à l'appauvrissement du sol. Et ceux qui ont leur habitation dans les marécages, devront-ils déménager? Je pense qu'on arrivera à un niveau où personne ne leur dira de quitter, ils vont quitter d'eux-mêmes. Parce que quand vous allez occuper la place de l'eau, que vous le vouliez ou pas, elle va revenir. Et c'est comme ça, peut-être au début quand vous vous installiez, vous étiez dans la maison, peut-être sur une terre exondée pendant 6-7 mois dans l'année et 5 mois, vous êtes les pieds dans l'eau. Mais aujourd'hui, ça a changé. Ils se retrouvent à 8-9 mois, les pieds dans l'eau, et c'est seulement 3 mois qu'ils peuvent marcher. Et c'est eux qui fabriquent les rails pour accéder à leur maison. Ils posent des briques, ils les alignent pour pouvoir accéder. Mais on arrivera à un moment où 12 mois sur 12, ils seront dans l'eau et personne ne leur dira de quitter. Ils vont quitter. Et s'ils ne le font pas, avec ce que nous voyons actuellement, les forces qui veulent faire respecter la loi vont les faire partir. Parce qu'il faut qu'on rétablisse l'équilibre au niveau de notre zone côtière. C'est indispensable. À Kadia, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été menées, et aussi bien au niveau de la lagune côtière qu'au niveau du lac Nokoué. Peut-être que ça n'a pas encore eu l'ampleur que cela devrait avoir, mais tout doucement, il y a la loi cadre sur la pêche et l'aquaculture
qui a défini ce qu'on peut faire sur nos plans d'eau, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et les Acadias, c'est une action prohibée qui se sont mis dans la lutte. Il y a le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal et Sao Tomé Principe qui est un pays en fait de l'Afrique centrale parce que ça se retrouve à la latitude du Gabon là. Mais comme c'est une île, ils sont en train de vivre vraiment de plein fouet les impacts négatifs de l'érosion. Donc, ils s'est associés aux 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et ils ont lancé la première phase du projet WACA, dont l'objectif principal, c'est la lutte contre l'érosion côtière. Mais à côté de cette lutte contre l'érosion côtière, je l'avais dit, et le projet a financé aussi des actions de lutte contre l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire la perte de nos ressources biologiques. Voilà, donc le combat n'est pas perdu d'avance parce que si tous ces pays se mettent ensemble, à part les 6 premiers pays, il y a 3 autres qui ont rempli les critères. Avoir un plan d'investissement multisectoriel, être d'accord sur un certain nombre de principes, ainsi de suite. Donc il y a le Ghana, la Gambie et la Guinée-Bissau qui ont rejoint le programme WACA à travers la 2e phase. Le Nigeria est en train de taper à la porte. Sierra Leone, Libéria, Cap-Vert, tous ces pays sont concernés. Donc, avec le temps, eux aussi, ils vont se mettre ensemble, si bien que personne ne mettra en place des infrastructures qui vont répercuter les impacts au niveau de l'autre pays. Parce que avant qu'ils ne mettent en place ces infrastructures, l'autre pays qui va recevoir a déjà développé des infrastructures pour valoriser ce qui sera fait de l'autre côté. Donc, mais retenons que ça ne va pas être un combat facile. Ce n'est pas perdu, mais ça ne sera pas facile. Voilà ce que je peux répondre à l'ensemble des questions. Je pense que oui, tout a été abordé. Sauf si je n'ai pas bien pris note. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Salami, pour toutes ces questions, pour toutes ces réponses. On a été enrichis de la présentation au panel jusqu'aux questions et aux réponses. Je crois qu'on dormira moins bête ce soir et on sera davantage engagé. Déjà comprendre que la zone littorale, ce n'est pas juste les 5 communes qui ont l'océan en partage, mais que c'est 24 communes au total qui sont concernées quand on parle de la zone littorale au Bénin. Savoir que 9 pays se sont donné la main pour pouvoir trouver des solutions face à l'érosion de nos côtes et savoir que d'autres pays tapent à la porte. On garde l'espoir qu'on aura une autre phase du projet WACA et que pour tous les projets que nous avons dans nos petites têtes, nous pourrons postuler aussi pour avoir du financement, pourquoi pas. Inch'Allah. Merci au projet WACA, merci à son expert que vous êtes d'être venu aujourd'hui, passer ce moment édifiant avec nous. Nous allons clôturer en beauté avec la phase de dégustation des mets entièrement locaux. Merci beaucoup, madame. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous et puis tous ces charmants publics. Nous allons conclure en beauté par la phase de dégustation des mets entièrement locaux. Comme vous le voyez, j'ai des escargots là devant moi, des escargots de Curry Shop, produits dans les meilleures conditions. Vous voyez comme c'est bien gros. Et surtout, ma curiosité a été... bon, j'ai un peu de mal à les séparer, mais là, c'est un escargot albinos, juste en haut, de l'espèce Achatina marginata. Je crois qu'il y a d'autres espèces aussi dedans, je ne m'y connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. Mais on va manger très très bien aujourd'hui, grâce à Curry Shop, qui est aujourd'hui de Madame Karimat Lawani, point focal, café environnement du site de ESAE. Mais aujourd'hui, on est à HECM avec Monsieur Fidèle Boyon, qui est le point focal. Il est où, Fidèle Boyon? Rejoignez-moi, Monsieur Boyon, qui s'est occupé de la mobilisation, évidemment, sur ce site. Merci beaucoup, Monsieur Boyon, pour le travail qui est fait. On va manger des escargots avec des acassas bien emballés en feuilles,
tout comme on le recommande toujours, mais nous commençons toujours par les thés, le chocolat chaud, et je vais demander à Monsieur Freddy Adjarossi, je vais lui passer le micro, chef des banquets à Terre Bénin, de nous présenter un petit peu tout ce qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas commencé par le café, on a voulu faire du tout en un à la fin. Bonjour Freddy. Bonjour madame. Alors aujourd'hui nous allons prendre 3 types de thé à table. Nous avons le thé de corosol, le thé de chiédan et nous avons du moringa accompagné du chocolat chaud. Je peux voir les feuilles de corosol. Donc on aura une infusion de corosol, une infusion également de chiédan, du chocolat chaud et des feuilles de moringa. Donc chacun fera son thé à sa manière. On va boire chaud, mais on va aussi boire frais à la fin, après avoir mangé. Qu'est-ce que nous allons manger? On va se rapprocher de Madame Lawani, Karimat Lawani, qui est de ce côté du buffet. Non, c'est vous qui présentez le menu avant elle quand même. Comme vous le voyez, nous allons prendre du akassa, accompagné du piment et des escargots. Escargot, accompagnement akassa en feuilles. Et évidemment, selon votre goût, vous avez du piment aussi. Et qu'est-ce qu'on va boire? Aujourd'hui, nous allons prendre du jus de bissap ou du baba offert par notre partenaire Hilaire Rami, partenaire du Café Environnement, nous offre du bon jus de bissap et du bon jus de baobab aussi pour notre plaisir. Donc le tour est fait, mais je voudrais demander quand même à Madame Karimat Lawani de nous parler de ces produits. Comment est-ce que tous ces escargots sont élevés? Rassurez-nous que nous mangeons écolo. Oui, vous mangez. Bonjour à toutes, je suis Karimat Lawani, promotrice de Kari Shop. Je suis élevée d'escargots, j'ai l'habitude de parler de ça. Et là c'est des escargots que nous avons élevés à la maison dans une ferme qui est située à Semeropon. Vous pouvez passer visiter. Qui fait partie de la zone côtière. Oui, qui fait partie de la zone côtière et que nous avons mis des substrats. Et nous n'avons pas utilisé le sable de la mer parce que ce n'est pas adéquat. Nous avons cherché des terreaux que nous avons mis dans les packs et c'est dans ça que les escargots évoluent à merveille. Et là, j'ai voulu participer en offrant aux ambassadeurs des brochettes d'escargots que j'ai élevées. Et ces escargots, la particularité, c'est que je vais leur donner des feuilles de moringa. D'accord. Et vous connaissez les vertus du moringa, donc ceux qui consomment ces escargots automatiquement sont en pleine forme. Encore que l'escargot en lui-même donne beaucoup de sang, ça lutte contre l'anémie et ça contient beaucoup de vitamines. Et celui qui consomme l'escargot n'a pas de cholestérol. Donc c'est très conseillé pour la santé. Et puis celui qui consomme un seul escargot a déjà pris un médicament et parce que ça contient aussi beaucoup d'acides aminés et beaucoup de nutriments. Donc l'escargot. Vous m'avez dit que cet escargot albinos, il est hyper riche. Oui, il est hyper riche et puis c'est le plus succulent. Et la plupart du temps, c'est un peu rare. Les gens n'aiment pas trop ça parce que c'est blanc. Mais c'est tout le contraire. Quand vous mangez ça et vous mangez l'autre, vous allez toujours préférer manger l'escargot albinos que je vous recommande. Merci. Donc, bon appétit à nous alors. Merci. Mais avant ça, je voudrais demander à Madame Carole Kaovi, qui est en charge de la communication au niveau du projet WACA, de nous dire un petit mot quand même. Et puis elle va nous dire ce qu'elle a envie qu'on lui serve entre les différents thés, les boissons et puis notre escargot. Se fait au sein du projet, j'espère que ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, le message est passé et qui sont satisfaits de notre communication. Je dis merci à Inès pour le travail qu'elle fait sur le plan environnemental, la communication, les différentes communications qu'elle passe pour sensibiliser la population béninoise et d'ailleurs sur la protection de l'environnement. Voilà, merci. Beaucoup, Madame Kaouvi. On va servir quoi à Carole Kaouvi aujourd'hui? On a des biscuits offerts par Mo Biscuiterie et c'est estampillé Café Environnement pour les différents thés selon le choix. Alors on a du thé de corosol, thé de chiédan, thé de moringa ou du chocolat chaud. Donc, du thé de moringa. Thé de moringa pour Carole Kaouvi. Docteur Salami, vous, ce sera quoi? Thé de corosol. Thé de corosol pour Docteur Salami. Je vous prie de vous faire servir. Fidèle Bonne. Est-ce que ça a été une expérience édifiante pour vous?
Vous allez rapprocher le micro. Ça a été une expérience puisque les ambassadeurs ont été sur le terrain, ils ont sensibilisé la population sur le terrain, sur les dangers. Merci beaucoup, Fidèle. Vous allez prendre quel thé aujourd'hui? Thé de chocolat. D'accord, ce sera du chocolat chaud pour Fidèle Boyon. Karimat Lawani, qu'est-ce que vous allez boire aujourd'hui? Solo cacao. Ce sera thé de corosol. En fait, corosol aussi à marron, chap c'est à marron. Donc, pour le moment qui ne savent pas, parce que corosol là. Autrement, Merci beaucoup, Karimat Lawani. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Je l'ai souvent dit, souvent martelé, c'est important que nous nous engagions tous, quel que soit notre niveau d'instruction, quelle que soit notre responsabilité dans la société. Nous devons comprendre que, comme on nous l'apprend au primaire, en classe de C1, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure et nous sommes dans un cadre de vie que nous devons protéger. Aujourd'hui, on a particulièrement parlé de notre zone côtière, donc la zone littorale. On a mis un accent sur la loi 2018-10 du 2 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale. Nous en savons davantage aujourd'hui et nous savons surtout ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de tomber dans les griffes de la loi. Merci encore de votre engagement et par-dessus tout, protéger l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.